Donc voilà, vous devez voir en ligne maintenant la présentation. Et Elino a un micro, et moi aussi. Et donc il va nous présenter utilitaire, une documentation utile pour R. Alors, merci beaucoup. Alors, plus que de package, je vais parler d'intégration continue, mais en fait, derrière, il y a des packages. C'est vraiment au cœur de ce qu'on fait. C'est des packages qui sont basés sur R Markdown et sur PageDown, parce que Olivier Mélin et moi, qui sommes les deux coordinateurs d'utilitaire, on est à la fois ayatollah et flemmard. Ayatollah parce qu'on veut que chaque proposition faite dans utilitaire rentre dans les canons formels, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de problème de mise en page sur le site web et sur le livre qu'on peut en tirer, un livre PDF, et flemmard parce qu'en fait on veut que ça nous demande le moins de temps possible. Et donc ça, le fait de faire des packages, c'est extrêmement pratique parce que ça nous permet d'avoir énormément de templates. Cette présentation elle-même, elle vient d'un package. Elle vient du package et en fait, ça nous permet de ne nous concentrer que sur le fond et pas sur la forme. Et donc, je suis content qu'il y ait une présentation sur PageDown juste avant parce que ça permet, PageDown, c'est vraiment ce qui nous a facilité la vie dans l'édition de contenu de différents formats. Je vais revenir dessus, mais utilitaire, qui est une documentation sur R. Et en fait, j'ai géré en plusieurs formats parce qu'on est extrêmement ambitieux. On essaye à la fois d'avoir un site web déployé en continu, mais aussi un livre plus classique construit à partir des mêmes supports et strictement des mêmes supports. Et on s'est vite rendu compte, au bout de 6 mois, de moins de 6 mois, que le LaTeX, on pouvait pas gérer, on n'allait pas pouvoir tenir cet objectif-là. Et c'est Romain Sûr, encore lui, qui est coupable de nous avoir proposé PageDown. Et on l'en remercie. Donc, peut-être pour remettre dans le contexte, qu'est-ce qu'utilitaire? Parce que tout le monde ne connaît pas utilitaire. Utilitaire, c'est une documentation collaborative sur R et RStudio, née à l'INSEE. Son objectif, c'est de capitaliser sur l'expérience d'utilisateurs de données en R pour proposer une documentation ouverte et donc pas uniquement disponible au sein de l'INSEE. Elle est disponible en ligne sur www.utilitaire.org. Les 3 W ont leur importance. Et elle est disponible donc en ligne en continu et elle est collaborative parce que n'importe qui, y compris quelqu'un qui n'est pas de l'INSEE, y compris quelqu'un qui n'est pas du système statistique public, peut contribuer. Et on est vraiment preneur d'avis hors de l'INSEE parce que vous allez le voir, on essaye aussi d'avoir une documentation générale et générique qui soit le moins dépendante possible d'adhérence propre à l'institution qu'est l'INSEE. Parce qu'on se dit que dans R, l'expérience d'utilisateur de données, en fait, permet de... on va avoir énormément d'usages communs, quelle que soit notre institution d'origine. Et ça vient notamment de nos différentes box, qui sont en fait des boîtes qui identifient certaines recommandations, certains conseils ou certaines spécificités propres à l'INSEE. Donc, les recommandations, c'est en début de fiche, c'est à chaque début de fiche. On recommande pour une tâche donnée, un usage donné, on recommande un certain nombre de packages. Donc, pour les graphiques, on va par exemple recommander ggplot, mais on va potentiellement aussi recommander Esquisse, qui va permettre pour quelqu'un qui n'est pas familier avec la grammaire ggplot de s'y familiariser. Pour le traitement de données, on a tenté un consensus, on a tenté une troisième, entre les deux grands paradigmes, le tidyverse et data table. On a donc une recommandation qui cherche le consensus par exemple, disant que pour les petites bases, on va faire plutôt du dplyr et les grosses bases du data table. Alors, c'est un consensus, c'est une manière de trancher la poire en deux parce que ça ne satisfera pas forcément les tenants
d'un des deux partis, moi y compris. Mais c'est le but de la démarche collaborative, c'est que ce soit un consensus. Et c'est là où c'est extrêmement utile aussi d'avoir des avis hors de l'INSEE. Et enfin, donc, après, il y a des conseils ou des remarques qui sont, voilà, qui sont moins formelles, mais qui sont voilà, une manière d'expliquer, de capitaliser sur l'expérience d'utilisateur de données. Et enfin, et ça c'est important ici, parce qu'on a peu de gens de l'INSEE, c'est la petite boîte spécificité INSEE pour isoler les spécificités de l'INSEE et donc avoir le corps de la documentation qui est générale et seulement les contraintes spécifiques à l'INSEE identifiées. Alors, le tout est disponible sur GitHub depuis le premier jour. Enfin, ça a d'abord été sur GitLab, puis sur GitHub. Je vous invite à aller voir le dépôt. Donc, tout est disponible sur GitHub et les conditions en termes de licence sont assez peu contraignantes. On a déjà entre 25 et 30 contributeurs, alors principalement de l'INSEE et des institutions du système statistique public, mais pas que. Même si, par exemple, Christophe Dervieux n'a pas été contributeur sur le contenu, il a vraiment suivi le projet, ne serait-ce que parce qu'on a envoyé des appels à l'aide, Olivier et moi, régulièrement à Christophe, qui nous a beaucoup aidés. Et alors tous les avis comptent et c'est pas un avis ne compte pas plus qu'un autre. On n'a pas c'est pas parce qu'on n'est pas de l'INSEE que notre avis compte moins sur la documentation utilitaire. Alors maintenant maintenant que je vous ai présenté utilitaire de manière un peu ample, rentrons un petit peu dans le cœur de la présentation. Donc utilitaire, le but, c'est de se concentrer sur le contenu. Et le contenu, c'est quoi? C'est une documentation qui est pensée par et pour les utilisateurs de données, ou les statisticiens. Donc, les recommandations sont adaptées au cadre d'usage. Alors là, c'est écrit du système statistique public, mais plus globalement des utilisateurs de données. Tout est basé sur données réelles INSEE. Donc ça, c'est un package lui-même développé par l'INSEE qui permet de requêter facilement le site INSEE.fr et d'éviter d'être perdu dans les méandres de l'arborescence incompréhensible d'INSEE.fr. Et tout est entièrement reproductible par l'intégration continue, mais aussi pour les agents de la fonction publique par le SSP Cloud, qui est une infrastructure extrêmement pratique pour les agents de la statistique publique. Et ensuite, et c'est là où sur lequel on va continuer, le processus de publication est à l'état de l'art parce que comme on utilise un seul fichier source pour gérer différents outputs. Et à chaque modification des fichiers sources, donc en fait à chaque interaction avec GitHub, on va avoir ces différents outputs qui vont être générés, ce qui va nous permettre, nous, de vérifier que tout va bien en termes de contenu comme en termes de mise en forme. Donc derrière la mécanique, c'est du Docker. On a une image Docker qui gère toutes les dépendances. Donc les dépendances, c'est globalement... Pour nous, elles sont nombreuses parce que c'est les dépendances pour construire la documentation. Donc, il y a Page.js, il y a tout l'écosystème R Markdown, PageDown, mais il y a aussi toutes les dépendances pour compiler la doc. Et si vous allez voir la doc fait à peu près 350 pages. Il y a énormément, en PDF, il y a énormément de dépendances. Donc, en fait, ça, c'est Docker qui nous permet de gérer ça. Et derrière, on va avoir, en tant que contributeur de la documentation, ce qui va se passer, c'est qu'on va interagir, on va proposer des modifications avec Git ou GitHub. Donc, notamment, un grand merci à Romain pour une amélioration qui a été très importante pour nous, qui était la possibilité de compiler des documents PageDown d'une taille infinie, d'une grande taille. Parce que nous, jusqu'à présent, de notre sentiment, PageDown, c'était principalement fait pour des rapports de taille petite ou modérée. Et nous, on est arrivé avec nos gros sabots pour faire une doc de 300 pages. C'était pas possible, on avait des soucis. Romain, avec ses doigts de fée, a réglé le problème.
Après, voilà, il y avait d'autres, du coup, ça a permis d'autres améliorations plus mineures de l'écosystème Markdown. Donc, pour nous, c'est extrêmement important parce que, en termes institutionnels, ça peut amener ces améliorations-là, elles rendent possible, à notre avis, l'adoption de ces méthodes-là de publication en interne à l'INSEE ou dans la fonction publique. Et c'est extrêmement pratique. Donc, vraiment, si vous n'avez pas encore compris, je vous invite à venir contribuer à Utilitaire, que ce soit pour le contenu ou que ce soit pour rien que pour voir, pour suivre la démarche, pour dire merci ou au contraire pour dire non merci, c'est nul. Mais dans ce cas-là, dites-nous pourquoi, on améliorera. Donc, pour vous montrer un petit peu, je vais vous montrer un petit peu les 3 outputs qu'on gère en même temps. On a en premier lieu un site web. Le site web, il est sur utilitaire.org. Il est compilé en continu. Derrière, on a chaque fiche de la documentation peut être transformée en A4, paginée et sous format PDF. C'est là où intervient PageDown, par exemple. Et enfin, en fait, le troisième format, c'est un format intermédiaire qui est un HTML paginé. Tout ça est dans un template. Je vais vous montrer. Est-ce qu'on perd? Non, c'est bon, on ne perd pas le partage d'écran. Donc, tout ça est dans un template qui s'appelle Utilitaire Template, qui est dans une CFR Lab. Et pour vous montrer un petit peu, on va avoir... Donc, ce template lui-même, il a des exemples pour montrer à quoi ressemble la doc. Donc, on va avoir le PDF, par exemple. Alors, les PDF sont un petit peu lourds. Tac. Alors, j'espère qu'on le voit au partage d'écran. Mais donc là, c'est un PDF de 84 pages parce qu'on a mis des fiches. Donc ça, c'est le PDF généré automatiquement par PageDown à partir de nos fichiers sources. Vous voyez que ce n'est pas du LaTeX, mais enfin, ça a quand même quelques propriétés du LaTeX en termes de mise en page. C'est quand même relativement propre. On met des images, etc. Donc ça, c'est le PDF. En même temps, le même commit va générer la documentation, va générer un site web. Voilà. Et donc, le même fichier source va générer le site web suivant. Ah mince, donc les gens en remote n'ont pas pu voir, voilà. Les gens en remote n'ont pas pu voir le PDF, mais bon, voilà le site web. Et le site web qui, pour les gens dans la salle, est le même que et les mêmes fichiers sources que le PDF, le grand PDF. Et ensuite, on a donc le troisième output qui est, lui, géré par Pages.js, qui est une mise en page d'une fiche. Parce qu'on s'est dit qu'une documentation de 350 pages, c'est absolument pas pratique quand on est intéressé que par un chapitre. Donc, sur le site web de Utilitaire, vous pouvez cliquer sur « Imprimer en A4 », ce bouton qui est au style, on va dire, particulier. Alors, je ne sais pas si ça va marcher en live, mais donc, en fait, voilà. Et donc là, vous voyez normalement le site, voilà, une mise en forme à la volée du PDF, enfin, de la fiche HTML que vous pouvez imprimer en PDF si vous voulez. Voilà. Alors, comment je me tourne? Hop. Tac. Ah. Alors, utilitaire, comment ça se passe au quotidien? Au quotidien, ce qui se passe, c'est que donc on interagit, contributeurs, mainteneurs, interagissent via GitHub. Donc, on peut passer directement par l'interface graphique de GitHub ou on peut passer par RStudio, Visual Studio, peu importe, par son ordinateur. Donc ça, c'est au quotidien. Et derrière, chaque interaction avec GitHub, en fait, c'est pas tout à fait vrai, mais globalement, ce qui va se passer, c'est que chaque interaction avec GitHub va lancer un ensemble de scripts automatiques.
Ces scripts automatiques, certains, mais pas tous, ceux sur master, donc master c'est notre version officielle, vont créer l'environnement de reproductibilité utilitaire. Donc vont installer R sur une machine Linux et vont installer toutes les dépendances. Donc cette image Docker, c'est la base pour reproduire utilitaire. Et c'est la base de tous nos travaux d'intégration en continu et de déploiement. Donc, ce qui va se passer, c'est que donc, une fois qu'elle est construite, cette image, ou une fois qu'elle est téléchargée, on va l'utiliser pour compiler la doc. Et on va l'utiliser pour compiler la doc selon nos différents formats, que ce soit le HTML, donc le site web, ou que ce soit le format PDF. Donc après, on n'utilise pas forcément la même technologie, mais derrière, l'idée est la même. C'est derrière tout ça, c'est de la tuyauterie. Le contributeur au quotidien de l'utilitaire ne s'en rend pas compte. Mais on s'est rapidement rendu compte qu'en fait, il nous manquait quelque chose, c'est qu'on ne peut pas mettre sur utilitaire.org une version provisoire. On veut pas de ça, donc on a créé un site web, un petit embranchement dans notre arborescence, qui est donc un site web temporaire qui permet donc de prévisualiser chaque modification, qui permet à la fois au coordinateur de vérifier, mais aussi aux contributeurs de voir la mise en forme de leur modification. Et seulement une fois qu'on est d'accord, qu'on est content et qu'on obtient à la fois un consensus sur le fond, parce que c'est ça le cœur quand même de l'importance d'utilitaire, mais aussi qu'on est sûr que ça ne déstabilise pas le site web et donc nos différents outputs, là on valide et cette fois ça passera sur la version officielle utilitaire.org. Après on a quand même quelques démarches simplifiées. On n'est pas obligé de passer de cloner en local le dépôt pour ensuite modifier, puis ensuite pusher. Ça, c'est tout à fait possible. Mais on a des modalités simplifiées de contribution. Donc, notamment, on a un bouton sur le site web, et ça, c'est merci Air Markdown, le thème qu'on utilise. Et on a un bouton Edit this page qui permet, donc on est sur un site, on est sur une page du site, on se rend compte qu'il y a une coquille, on veut proposer la modification, voilà, il y a un S qui est oublié, il y a je ne sais pas quoi. On appuie sur le bouton, on est directement sur GitHub et on modifie le fichier source, on propose la modification et en général, en quelques minutes, voire heures, si c'est juste une petite modification, c'est intégré au site, c'est corrigé. Après, il y a d'autres modalités de contribution pour des choses un peu plus substantielles. Mais l'idée est là. Et ça c'est important en termes de retour d'expérience. C'est comme ça qu'on multiplie le nombre de contributions aussi, c'est en proposant des modalités de contribution facilitées. Donc, ça permet de ne pas être familier forcément de Git ou de GitHub et de quand même être en mesure de contribuer et de contribuer beaucoup à utilitaire. Si on est par exemple très familier de R, mais peu de Git, on peut, grâce à ces méthodes-là, contribuer à utilitaire. Donc, je vais passer parce qu'il reste peu de temps pour pouvoir aussi prendre les questions. Pourquoi c'est important donc toute cette démarche d'intégration continue, de packagisation? Parce que ça allège énormément le travail de maintenance. On l'a dit, on est flemmard, les mainteneurs, mais aussi des contributeurs qui n'ont pas à s'inquiéter de la compilation de la documentation. Ils peuvent écrire du contenu au kilomètre, ensuite le réviser et on verra on le sait rapidement si ça compile ou pas. Et on peut facilement corriger les erreurs. C'est vraiment important. Ça nous assure la cohérence du contenu entre nos différents outputs. Et donc, vraiment, le cœur, c'est que ça permet de se concentrer sur la forme. Après, bon, sur la tuyauterie, je l'ai un petit peu dit, c'est qu'on a tout est basé sur Air Markdown, que ce soit donc le site web, alors c'est du Blockdown ou c'est du Bookdown selon le site, parce qu'on a plusieurs sites dans le projet utilitaire. Mais c'est ça. Ensuite, il y a du Page.js et du Page Down pour tout ce qui est contenu PDF.
Et donc ça, c'est extrêmement, du coup, c'est un type de fichier source et c'est beaucoup plus léger. Et derrière, toutes les règles de mise en forme ne sont pas gérées avec des règles LaTeX, puisqu'on a abandonné LaTeX rapidement, mais avec des règles CSS. Donc pour terminer, c'est un petit retour d'expérience après un an à coordonner utilitaire, c'est que, le combo GitHub et package R, c'est un combo extrêmement efficace pour se concentrer sur le contenu. On a à la fois dans le même endroit le contenu validé et le contenu en cours de rédaction. On a les expérimentations comme la finalisation. Ça évite les mails. On a envoyé 0 mail. Alors, on a beaucoup échangé sur des systèmes de messagerie instantanée. Nous, comme on est agent de la fonction publique, c'est chat, mais ça pourrait être Slack. Mais pas de mail, surtout. Donc, les informations importantes, elles sont dans le dépôt. Elles ne sont pas hors du dépôt. Et surtout, c'est ouvert. Et ça, c'est important. Ça permet d'organiser le travail collaboratif de façon ouverte et donc de prendre en compte les expériences de multiples institutions pour avoir quelque chose de général. Voilà, et je vais terminer par là, juste par laisser cette page à la fin avec les différents liens. Donc cette présentation, elle est disponible sur www.présentation.utilitaire.org et sinon après il y a le point d'entrée, c'est utilitaire.org. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un mail à utilitaire-contact@insee.fr. Mais donc, utilitaire, c'est le début du chemin. Là, c'est un projet qui a un an. J'espère que ça va continuer à être aussi dynamique dans les prochaines années que ça l'a été cette année. Mais c'est pas... ça passe par le renouvellement du groupe des contributeurs. Donc, venez si vous êtes intéressé par le projet. Et après tout, là, on parle d'utilitaire, on est dans une conf R, mais n'oublions pas qu'il y a un autre langage qui est important dans le monde de l'analyse de données, c'est Python. Et donc, à terme, on peut imaginer la version alternative à utilitaire, alors, avec un nom à définir, mais qui est en Python, selon les mêmes méthodes. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ouais. Merci pour cette présentation et bravo pour l'initiative collaborative. Alors moi, j'avais deux petites questions. C'est la première, je pense qu'il existe quand même un périmètre thématique ou disciplinaire sur l'ajout de contenu. Est-ce que tu pourrais préciser cela? Et la deuxième question, c'est comment s'effectue le contrôle du contenu? Est-ce que c'est un fonctionnement assez pyramidal ou je ne sais pas, il y a un vote démocratique des membres du projet? Alors, pour ce qui est on va dire de la délimitation, on est sur une documentation qui n'est pas uniquement destinée aux débutants. Donc, en fait, c'est plutôt que le niveau, ça va être les tâches qui vont définir notre thématique. Jusqu'à présent, globalement, on est beaucoup sur des tâches de manipulation de données, de visualisation. Mais par exemple, à l'heure actuelle, il n'y a rien sur Shiny. Parce qu'on n'a pas réussi pour le moment à avoir dans le groupe de contributeurs un consensus sur la manière de présenter Shiny qui conviennent à des débutants, mais aussi à certaines exigences qu'on a en termes de pérennité des codes Shiny en question. Enfin, c'est un des débats les plus houleux, c'est sur la place de Shiny dans l'utilitaire, on est une documentation bienveillante, mais les plus riches, on va dire. Donc, en fait, jusqu'à présent, on vise, en termes de thématique, ce qui relève de l'analyse de données. On n'est pas vraiment sur tout ce qui va être le développement de package, par exemple. Mais le but, c'est que l'utilitaire, c'est plus un point d'entrée, une aide-mémoire, et qui renvoie énormément vers le web. On renvoie, parce que notre but, c'est pas de réinventer la roue. S'il y a des bons contenus disponibles, on les met en lien. Et notamment, ça peut faire partie des contributions extrêmement utiles parce qu'on peut avoir raté quelque chose.
Donc voilà pour ce qui est de la première question. Et sur la deuxième question, on essaye d'obtenir un consensus entre les utilisateurs, enfin, entre les contributeurs les plus actifs. Entre les contributeurs qui sont dans le débat à un moment, c'est souvent les mêmes, hein, c'est les plus actifs. Mais il n'y a pas de vision pyramidale. La vision d'Olivier ou de moi qui sommes mainteneurs, elle a la même valeur que la vision d'un contributeur normal comme Romain ou d'autres contributeurs. C'est vraiment le but, c'est d'obtenir un consensus. Et pour preuve, on n'est pas toujours pleinement satisfait d'une réponse, enfin, d'un consensus, mais globalement, on n'est jamais entièrement insatisfait. Oui, c'est ça. Tout est sur GitHub, tous les échanges. On peut avoir, donc, dans notre canal de discussion chat, des échanges, mais on demande régulièrement, Olivier et moi, que les éléments qui ont vocation à rester figés dans le marbre soient sur GitHub, sinon on oublie. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions à distance? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Donc, merci beaucoup, encore une fois.